Bonjour et merci aux organisateurs et organisatrices du colloque pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Ma conférence s'intitule évidemment de la sentience animale à l'agentivité animale, quel cas théorique pour un monde antispéciste. Donc, aujourd'hui, voici le plan que je vous propose. Je vais essayer de définir qu'est-ce que la sentience animale et comment elle a été un terme dominant dans l'histoire de l'éthique animale. Je vais ensuite définir qu'est-ce que l'agentivité animale et qui a été développée plutôt au tournant des années 2010. Et je vais expliquer en quoi l'agentivité animale est pertinent comme concept pour penser un monde sans spécisme. Donc, la sentience animale est vraiment un concept dominant qui a vraiment dominé le champ de l'éthique animale des années 1970 aux années 2010. La sentience, on la définit de manière générale comme la capacité d'éprouver certaines expériences subjectives, dont le plaisir et la douleur. Et cela a servi à vraiment un argument de base selon lequel, parce que les animaux sont sentients, nous devons éviter de leur causer des souffrances non nécessaires. La sentience animale a souvent également été associée à un cadre d'analyse welfariste, de l'anglais welfare, donc qui vraiment insiste sur le bien-être animal. Et elle a été notamment associée, mais pas toujours, à une conception qu'on dit hédoniste du bien-être. La conception hédoniste du bien-être animal repose sur deux idées. La première est que le bien-être est une question de maximisation du plaisir et de minimisation de la souffrance animale. Et ce qui importe est ce que les animaux ressentent subjectivement. C'est un cadre qui a été assez populaire en éthique animale, mais qui ne l'est pas vraiment pour penser le bien-être humain, parce que c'est assez évident que le bien-être humain ne se réduit pas à la maximisation du plaisir ou à une absence de douleur, mais c'est un cadre d'analyse qui a été assez populaire en éthique animale, qui a été soutenu notamment par Bernard Rowland, Richard Ryder et aussi Peter Singer depuis environ 2013. Donc plus récemment. Au cours des 10 dernières années, on a vu par contre un tournant conceptuel dans le champ de l'éthique animale et un tournant conceptuel en faveur de l'agentivité animale. L'agentivité animale, c'est un concept qui est souvent employé de manière plus ou moins floue par beaucoup de philosophes. Donc, je me propose de définir un peu plus le concept avec vous aujourd'hui. Donc, l'agentivité, en philosophie de l'action, qui est un champ développé dans le milieu anglo-saxon, veut dire tout simplement la capacité d'initier des actions intentionnelles. Donc, d'avoir des désirs, des croyances sur le monde et d'avoir cette capacité d'initier des actions. J'aime beaucoup, dans le cadre vraiment de l'éthique animale, la définition qu'en donnent Will Kimlicka et Sue Donaldson dans un article qui s'appelle Citizen Canine, Agency for Domesticated Animals. Et je reprends la traduction d'Estivareus parue au cahier antispéciste. Donc, la citation va comme suit. Par agentivité, nous entendons l'action initiée par le sujet, voulue par lui, qui s'accompagne d'une attente d'efficacité. Sharon Cross définit l'agentivité comme l'affirmation de son existence subjective ou de son identité à travers l'action concrète dans le monde. Être un agent, c'est affecter le monde de manière qui manifeste concrètement qui vous êtes, c'est vous voir vous-même et être vu par d'autres à travers les effets que vous avez et reconnaître vos actes comme étant en un certain sens votre propriété. L'agentivité ne requiert pas seulement que vous puissiez initier l'action, mais que votre action puisse avoir le résultat que vous visez. Dans bien des situations, cela suppose que les autres réagissent en vous considérant comme un agent. Par exemple, si la chatte saute sur mon clavier et miaule en ma direction pour avoir son dîner et que je réponds en allant le lui servir, elle a exercé son agentivité. Si j'ignore ou ne comprends pas sa requête, son agentivité a été contrecarrée. Donc, on voit en fait en éthique animale plus précisément émerger deux définitions de l'agentivité animale, notamment ce qu'on appelle l'agentivité des préférences, donc cette capacité d'avoir des préférences subjectives et d'initier des actions en vue de la satisfaction de ces préférences. L'exemple de la chatte justement mentionné est un bel exemple de cette agentivité des préférences. Donc, parfois, cette agentivité est liée au goût personnel des animaux, à certaines choses qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, et également des préférences relationnelles. Donc, c'est lié également aux relations que les animaux souhaitent ou non entretenir avec nous. Et c'est également une agentivité qui est énormément discutée dans Zoopolis de Will Kimlicka et Sue Donaldson. Et je vais revenir sur les développements plus pratiques de cette agentivité.
Il y a également une autre forme d'agentivité animale qui est souvent discutée en éthique animale, notamment dans le milieu anglo-saxon, qui est cette notion d'agentivité morale, qui est liée plutôt à l'exercice de certaines capacités liées à la moralité. Donc, moi, je vais me concentrer un peu plus sur cette forme d'agentivité, comme c'est le sujet de ma thèse et que c'est un débat assez peu connu dans le milieu francophone. Donc, moi, ça me fait plaisir de vous en parler en français aujourd'hui. Donc, en éthique animale, les animaux ont traditionnellement été inclus dans la catégorie de patients moraux. Donc, tout comme les jeunes enfants, les personnes qu'on dit sévèrement handicapées mentalement, et cette définition, en fait, cette inclusion des animaux comme patients moraux a permis d'argumenter que les animaux n'ont pas besoin d'être des agents moraux ou d'avoir des capacités cognitives complexes pour avoir des droits. Donc, c'est quand même un concept qui a été utile pour le mouvement et qui est également utile pour les êtres humains, justement, qui n'ont pas de capacité morale développée ou des capacités cognitives complexes. Donc, ça a servi le mouvement pour les droits des animaux, mais je crois que cela vient avec certains coûts conceptuels également et que ça encourage une vision des animaux comme étant des êtres passifs qui n'ont pas d'agentivité. Par exemple, Tom Regan, dans Les droits des animaux, définit les patients moraux ainsi. À la différence des agents moraux, les patients moraux ne possèdent pas les prérequis qui leur permettraient de contrôler leur propre comportement d'une manière qui les rendrait moralement responsables de ce qu'ils font. Un patient moral ne possède pas l'aptitude à formuler et encore moins à utiliser de manière effective des principes moraux lorsqu'il délibère sur l'acte qu'il serait bien ou approprié d'exécuter parmi une certaine norme d'actes possibles. En un mot, les patients moraux ne peuvent ni faire ce qui est bien ni ce qui est mal. Donc, en comparaison, l'agentivité morale, c'est un concept qui englobe différentes capacités selon diverses théories philosophiques. Donc, c'est un terme très polysémique. On a vu qu'avec Tom Regan, qui est très influencé par Kant, l'agentivité morale est définie en des termes très rationalistes. Par exemple, justement, chez Kant, mais aussi Aristote, une des bases de l'agentivité morale, c'est la délibération morale, donc cette capacité de penser aux principes de nos actions, aux raisons pour agir, de voir notre action comme bien ou mauvaise. Donc, c'est une définition de l'agentivité morale qui est très rationaliste. D'autres capacités sont associées à l'agentivité morale, par exemple la capacité de reconnaître et respecter des normes morales en comparaison à des normes conventionnelles qui sont des normes d'étiquette ou encore des normes qui guident le vivre ensemble dans des cultures. Les normes morales ont une portée universelle, sont souvent plus sérieuses et un agent moral pleinement développé est capable de reconnaître ces normes comme des normes morales. Et selon d'autres théories de l'agentivité morale, un autre élément important de l'agentivité morale est la capacité d'avoir des émotions liées à la moralité. C'est une capacité qui est notamment mise de l'avant par les écoles sentimentalistes. Je pense entre autres à David Hume et Adam Smith, qui sont des représentants des Lumières écossaises. Il y a également l'éthique de la vertu, héritée notamment d'Aristote, mais qui a également des beaux développements plus récents depuis les années 50 dans le milieu anglo-saxon. Et il y a également l'éthique de la sollicitude, qu'on appelle également l'éthique du care, donc qui a été développée par les féministes. Parmi ces émotions, on en a qui sont tournées vers nous-mêmes, donc on peut se sentir coupable, honteux, on peut avoir une certaine fierté morale, donc une fierté d'avoir fait des bonnes actions, ou on peut avoir des émotions tournées vers autrui, comme l'empathie, la gratitude, la joie pour autrui ou la colère. Et donc, ce que je vous propose comme définition de l'agentivité morale, c'est que c'est un phénomène qui est complexe, qui inclut des capacités à la fois rationnelles et émotionnelles, mais également, c'est une capacité qui est graduelle. Donc, et je pense que les enfants, notamment, offrent un cadre d'analyse intéressant pour penser également à l'agentivité morale des animaux. Donc, les capacités morales se développent graduellement, prennent différentes formes selon les individus. Et donc, je crois que les enfants offrent un parallèle intéressant également. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande chaudement Empathy and Moral Development, Implications for Caring and Justice de Martin Hoffman, qui est un psychologue américain et qui est vraiment un spécialiste de l'empathie chez les enfants.
Donc, chez les animaux, on a observé plusieurs capacités, en fait, qui sont liées justement à cette agentivité morale, notamment la capacité d'intérioriser certaines normes, notamment observées chez les animaux sociaux. Les animaux de compagnie offrent un cas d'étude très intéressant. Nos chiens, nos chats sont capables d'intérioriser des normes de comportement, mais on ne sait pas exactement comment ils en viennent à intérioriser ces normes et quel rôle, par exemple, ces normes jouent dans leur psychologie. Mais en tout cas, c'est une capacité qui est observée et qui est peut-être un certain précurseur dans l'évolution à cette capacité de voir les normes comme normes morales. Certains animaux sont capables également de penser à leur propre pensée. C'est le cas des grands singes, des dauphins, et donc ils pourraient également être un précurseur à la délibération morale, donc qui pourrait être une forme moins développée donc d'accès à ses propres pensées. On a observé également des émotions morales chez les animaux, donc la joie pour autrui, la culpabilité, notamment chez les grands singes, ou encore la fierté morale chez les orang-outans. Mais la capacité qui est la plus étudiée chez les animaux et qui m'intéresse, c'est vraiment l'empathie, qui est définie très largement en fait en psychologie et en éthologie comme étant un concept vaste qui englobe un large éventail de réactions émotionnelles à la détresse d'autrui. Dans le débat sur l'agentivité morale des animaux, la définition la plus utilisée, c'est vraiment celle proposée par Frans de Waal, qui est un primatologue néerlandais assez connu. Donc, il a cette conception de l'empathie qu'il appelle poupée russe, donc, où on a vraiment 3 niveaux d'empathie. Le premier est en fait la contagion émotionnelle, qui est en fait le fait de ressentir la détresse de l'autre. Et c'est une capacité qui émerge très tôt chez les êtres humains, même dans les premiers jours de vie. On sait par exemple que les nouveau-nés réagissent aux pleurs d'autres bébés, mais ne réagissent pas à d'autres bruits qui sont dérangeants. Donc, ce qui laisse entendre qu'il y aurait déjà une forme de sensibilité à la détresse d'autrui chez les enfants. Et évidemment, les animaux également sont capables de ressentir la détresse de l'autre et de se sentir en détresse également. L'autre niveau que Frans de Waal identifie est ce qu'il appelle le sympathetic concern, qu'on pourrait traduire par un souci empathique et qui implique une plus grande compréhension de la situation d'autrui. Donc, qui implique de comprendre que l'autre souffre et ce qui vient souvent avec un sens de soi plus développé, une certaine distance par rapport à autrui. Et le dernier niveau, disons, implique des capacités cognitives plus complexes, notamment l'imagination, le fait de se mettre à la place de l'autre, et c'est ce qu'il appelle l'empathie cognitive. Et également, Frans de Waal identifie certains comportements qui sont typiquement liés à ces différents niveaux. Par exemple, pour les êtres qui sont capables de soucis empathiques, souvent, ils vont essayer de consoler autrui. On observe ces comportements chez les très jeunes enfants, mais également chez les chiens, les chats, les animaux sauvages entre eux également. Alors que prendre la perspective de l'autre, donc l'empathie cognitive, implique souvent une aide plus ciblée qui vraiment indique que l'être comprend de manière plus complexe la situation de l'autre et prend sa perspective. Donc, dans le cas de l'empathie, on a observé plusieurs comportements empathiques chez les animaux. La contagion émotionnelle est très observée, donc notamment chez les primates, les cochons, les oies, les chiens, les chevaux, les souris, les rats, les poulets. C'est vraiment juste une sélection d'espèces, il y en a énormément. On a aussi observé une forme d'aide sans bénéfice, donc une forme vraiment d'altruisme potentiellement causée par l'empathie. Notamment, on l'a observé chez les primates, les rats, les pigeons, les éléphants, les cétacés, les dauphins. Et on a observé également des formes de consolation chez les primates, les corvidés, les canidés, les éléphants, les perruches, les campagnols des prairies. Et justement, sur l'image, vous avez un petit chimpanzé qui tente d'en consoler un autre qui est fâché après avoir perdu un combat. Donc, c'est un exemple tiré des travaux de Frans de Waal. Donc, en fait, les exemples qu'on a sont des exemples vraiment d'oiseaux et de mammifères, parce que les biologistes pensent que l'empathie émergerait notamment avec le soin des petits dans l'évolution, donc qui nécessite d'être attentif à leurs besoins, à leur détresse, et ce qui expliquerait potentiellement pourquoi l'empathie a émergé, notamment chez les oiseaux et les mammifères, à des niveaux plus complexes de développement. Et je tiens à mentionner que les espèces, justement, que j'ai incluses dans ma présentation sont souvent des espèces d'animaux exploités ou maltraités par les êtres humains. Et donc, il y a une pertinence également pratique
pour penser un monde sans spécisme. Donc, en fait, ça peut sembler un peu théorique, bon, la question de l'agentivité animale, mais en fait, il y a des réels avantages à se concentrer sur un tel concept en éthique animale. Notamment, je pense qu'on peut argumenter que les émotions morales chez les animaux ont une certaine valeur. Elles peuvent avoir une valeur en soi, elles peuvent être bonnes en soi. Certains philosophes pensent que l'empathie, par exemple, c'est une émotion qui doit être cultivée, qui a une certaine valeur en elle-même. Et aussi, les émotions morales comme l'empathie chez les animaux peuvent avoir une valeur qu'on dit instrumentale. Donc, elles peuvent être bonnes pour les animaux qui en bénéficient. Par exemple, le chimpanzé qui se fait consoler par son compagnon, évidemment, bénéficie de cet altruisme. Mais elles peuvent également être bonnes pour les animaux qui ressentent ces émotions parce qu'elles enrichissent leur vie émotionnelle et elles servent également de ciment social à la vie sociale des animaux, donc permet de construire des liens assez profonds. L'agentivité animale influence également notre définition du bien-être. On a vu précédemment qu'une conception hédoniste du bien-être a été assez populaire en éthique animale, mais quand on prend en compte l'agentivité des animaux, il devient évident que les animaux ne sont pas seulement des êtres sentients, mais sont également des agents. Et donc, on peut avoir une définition davantage pluraliste et plus complexe du bien-être animal. Donc, le bien-être animal peut inclure la maximisation du plaisir et l'absence de douleur, donc associée à la sentience, mais également peut inclure la satisfaction de certaines préférences liées à l'agentivité des préférences, mais également à une vie sociale enrichie grâce aux émotions morales, donc, et qui est liée justement à cette forme d'agentivité morale. Donc, l'agentivité des animaux influence vraiment notre conception du bien-être. L'agentivité animale nous permet également d'adopter une définition davantage pluraliste des droits des animaux. Donc, traditionnellement, en éthique animale, les droits des animaux ont souvent été définis de manière négative. Donc, souvent, on va dire que les animaux ont un droit à ne pas être traités simplement comme un moyen. Donc, un droit un peu d'inspiration kantienne, qui a été notamment défendu par Tom Regan et Gary Francione, où on a également argumenté que les animaux ont un droit à ne pas subir de dommages, également soutenu par Tom Regan. Mais se tourner vers l'agentivité animale nous permet de penser des droits davantage positifs associés justement à cette agentivité. Ces droits peuvent être liés aux capacités des animaux, notamment morales, mais également aux préférences des animaux. Un exemple de ces nouvelles théories est la théorie proposée par Martha Nussbaum, qu'elle appelle la théorie des capacités et qu'elle a proposée dans Frontiers of Justice. Donc, dans sa liste de droits ou encore de choses qui doivent être protégées chez les animaux, elle inclut notamment le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'intégrité corporelle, la préservation des sens, de l'imagination et de la pensée, la préservation des émotions, qui est très pertinente pour ce que je viens de dire, et Nussbaum inclut explicitement la compassion dans la liste des émotions ressenties par les animaux. Elle inclut également le droit d'avoir des relations positives, ce qu'elle appelle des affiliations. Elle écrit, par exemple, que les animaux ont droit à une vie dans laquelle il leur est loisible de s'attacher à autrui, de l'aimer et de s'en occuper, ainsi que de s'engager dans des formes caractéristiques de liens et d'interrelations. Elle inclut également le droit d'avoir des relations avec des membres d'autres espèces si les animaux le souhaitent. Et elle inclut également la préservation du jeu, une activité que les animaux apprécient, et également le contrôle sur son environnement, donc qui s'applique un peu plus aux animaux sauvages, notamment via l'intégrité territoriale et la protection de la nature. Un autre exemple est la théorie proposée par Wilkie Mika et Sue Donaldson dans Zoopolis. Je passe rapidement parce que c'est quand même une théorie assez connue, en tout cas de plus en plus connue dans le monde francophone grâce à la traduction française. Donc, Wilkie Mika et Sue Donaldson s'intéressent un peu plus à l'agentivité des préférences dans Zoopolis et ils argumentent que nous devons adopter une théorie politique des droits des animaux qui permet aux animaux d'exercer leur agentivité des préférences.
Donc, leur théorie vraiment nous invite à être attentifs aux préférences des animaux, notamment aux relations qu'ils souhaitent entretenir ou non avec nous. Certains animaux n'ont absolument aucun intérêt à entretenir des relations avec nous quand on pense aux animaux sauvages qui nous évitent en nous voyant. Et donc, on doit être attentif à ces préférences. Et comme vous le savez déjà, ils argumentent également que les animaux devraient être protégés de manière plus robuste, notamment via l'octroi de statuts politiques, comme la citoyenneté pour les animaux domestiqués, la résidence pour les animaux liminaires, qui sont des animaux qui ne sont ni sauvages ni domestiqués, qui vivent à proximité des habitations humaines, comme les rats, les pigeons ou encore les écureuils à Montréal, très populaires auprès des touristes français. Et il inclut également la souveraineté pour les animaux sauvages. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur la théorie de Susan Hansen et Will Kimlicka, je vous invite chaudement à écouter la conférence que Axel Playus-Bras a donnée récemment, il y a quelques mois, et qui est disponible sur YouTube, donc qui est un beau résumé de la théorie de Kimlicka et Donaldson. Je crois aussi que l'agentivité animale enrichit notre compréhension des torts que nous causons aux animaux. Les pratiques que nous infligeons, disons que nous avons à l'endroit des animaux, empêchent la satisfaction de certaines préférences. Elles ne sont pas non seulement problématiques parce qu'elles leur causent de la douleur, mais frustrent leurs préférences. Elles empêchent également le développement des capacités morales. C'est une idée que je reprends de Susana Monzo, qui est une chercheuse espagnole qui a écrit sur le sujet. On peut penser notamment aux pratiques d'isolement dans l'élevage industriel et dans l'expérimentation animale. Je pense notamment aux expériences de Harry Harlow qui ont été réalisées dans les années 50, où vraiment il étudiait les effets du désespoir sur la vie sociale des animaux, et il mettait des singes dans ce qu'il appelait le gouffre du désespoir. Et donc, ce sont des pratiques qui sont problématiques non seulement parce qu'elles leur causent de la souffrance, mais également parce qu'elles empêchent le développement de certaines capacités qu'on pourrait voir comme bonnes en soi ou bonnes pour les animaux. D'autres pratiques sont problématiques également parce qu'elles encouragent l'agressivité plutôt que des émotions morales comme l'empathie. On peut penser au combat d'animaux où les animaux sont vraiment entraînés pour être agressifs, notamment les coqs, les chiens et les taureaux. C'est une idée, encore une fois, reprise de Susana Monzo. Et donc, ces pratiques sont problématiques non seulement parce qu'elles mènent de la douleur et à la mise à mort des animaux, mais également parce qu'elles frustrent le développement de certaines capacités. Donc, en résumé, un monde sans spécisme n'est pas seulement un monde qui garantit aux animaux une protection contre les souffrances non nécessaires. La notion d'agentivité animale, et notamment morale, enrichit notre compréhension des torts que nous pouvons causer aux animaux qui vont au-delà de la douleur. Par exemple, ressentir des émotions morales peut avoir une valeur en soi ou une valeur dans la vie des animaux et qui va au-delà du plaisir. Un monde sans spécisme permet l'expression et la satisfaction des préférences des animaux, donc liées à l'agentivité des préférences. Et un monde sans spécisme permet et encourage l'épanouissement émotionnel des animaux, notamment via le développement de l'empathie. C'est également une idée qui est soutenue dans une perspective humaine par Martha Nussbaum dans son livre Political Emotions, Why Love Matters for Justice, où elle argumente qu'une communauté politique doit être fondée notamment sur l'empathie, l'amour, et que ces émotions ont un rôle à jouer dans la solidification du corps politique et du tissu social. Et je pense qu'on peut avoir une telle thèse dans le cas des animaux, donc où vraiment les émotions des animaux, notamment l'empathie, solidifient leur vie sociale, leur permet d'avoir une vie sociale enrichie. Donc, cela fait le tour de ma conférence. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande chaudement, évidemment, la lecture de Zoopolis, mais également 2 articles sur l'agentivité morale des animaux. Il y a notamment l'article de Christiane Bailey, qui est une philosophe québécoise, comme moi, comme vous avez pu l'entendre, qui s'intitule « Le double sens de la communauté morale », qui a été publié aux ateliers de l'éthique. Et à ma connaissance, c'est le seul article scientifique publié en français. Donc, c'est pour ça que je vous le recommande. Et il y a également Animal Morality, What It Means and Why It Matters de Susana Monzo et ses collègues, donc qui est orienté justement vers les conséquences pratiques de reconnaître une forme d'agentivité morale aux animaux. Donc, je vous remercie.
on a le temps pour deux, trois petites questions, à la fois dans la salle et dans le chat. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Oui. Est-ce que tu es d'accord de venir poser ta question devant? C'est bon. Merci, c'était vraiment passionnant. J'ai beaucoup aimé le passage sur la définition plus complexe du bien-être. Je trouve ça vraiment enrichissant, de ne pas dire que le bien-être, c'est juste l'absence de douleur, mais de complexifier sa définition, c'est très enrichissant. Ma question, c'était au moment où tu parlais de la comparaison qu'on pouvait faire entre donc les animaux et les enfants ou les personnes en situation de handicap. Et je pense que ça se réfère, enfin j'aurais, je pense, pas mal de réponses dans le livre de Hoffman, si je le lisais. Mais cette comparaison qu'on peut faire entre les animaux et les enfants, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Est-ce que c'est pertinent cette comparaison? Quelles sont ses limites? Qu'est-ce que ça peut nous apporter pour, en éthique animale de considérer les animaux comme des enfants, voilà, comme tu disais, qui ont cette agentivité graduelle, aussi cette notion d'apprentissage, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. Et petite recommandation sur l'empathie, il y a la chercheuse Élise Huchard, qui est chercheuse au CNRS en écologie comportementale, et qui a une vidéo sur YouTube sur l'empathie, et et plusieurs conférences, notamment qui expliquent ce modèle des poupées russes de France Deval. Voilà, si vous voulez en savoir plus. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour la recommandation. C'est vraiment très pertinent pour mon travail. Pour ce qui est de la comparaison avec les enfants, moi, je m'en sers beaucoup en fait dans mon travail pour argumenter contre une certaine définition de la gentilité morale, notamment héritée des Kantiens, qui est encore défendue aujourd'hui, donc notamment par Christine Korsgaard dans le milieu anglophone. Donc, il y a cette idée qu'on devient un agent moral au moment où on est capable de penser à ses propres pensées et d'envisager des principes moraux, par exemple. Donc, c'est vraiment une définition qui ne permet aucun degré, en fait, de développement. C'est soit on est un agent ou on ne l'est pas. Donc, le fait d'examiner comment nous-mêmes on développe différentes capacités chez les enfants, ça permet également d'inclure les animaux dans cette définition de la gentilité morale. Donc, ça permet vraiment d'argumenter contre certaines définitions plus rationalistes de la gentilité morale. Et je pense que justement, ça peut servir également à deux niveaux. Donc, ça nous permet de voir évidemment les animaux comme des agents, mais également de voir les enfants comme des agents eux-mêmes, donc d'éviter certaines conceptions assez passives des animaux et des enfants. Donc, il y a cet avantage. Et puis, je pense, en tout cas, le pari que je fais, c'est que les animaux, pour ce qui est de l'empathie, ont des capacités empathiques similaires aux jeunes enfants, donc qui vont avoir des comportements empathiques à partir de la seconde année de vie, donc des comportements plus complexes où ils vont tenter de consoler d'autres enfants, de consoler leurs parents. Et donc, je pense qu'il peut y avoir une comparaison intéressante de ce côté-là. Donc, c'est à peu près ça ma réponse. On a une question dans le chat de Rank Geek qui demande, dans votre thèse, comment définissez-vous le BEA? J'imagine que c'est bien-être animal. Et quels sont les obstacles? Donc, en fait, ma réponse risque d'être décevante parce que dans ma thèse, je ne m'intéresse pas tellement au bien-être animal. Je ne sais pas encore si cette partie-là va être incluse, en fait, dans ma thèse. Donc, la partie sur le bien-être animal que je vous ai présentée. Donc, malheureusement, je n'ai pas une définition toute faite du bien-être animal à vous proposer. Disons, le pari que je fais, c'est que la gentilité animale nous permet d'enrichir notre compréhension du bien-être et d'inclure différentes facettes liées aux capacités des animaux, mais malheureusement, je ne peux pas offrir une définition précise pour le moment. Il y a une deuxième question dans le chat qui demande, est-ce qu'il y a un lien entre la notion d'agent et de personne? Ouais, très difficile comme question. Ça dépend en fait d'ailleurs
comment on définit une personne. Donc, si on est en éthique ou en droit, bon, ce ne sera pas les mêmes définitions. Une personne, en philosophie anglo-saxonne, est liée à une forme de continuité temporelle en général. C'est vraiment la thèse qui est privilégiée, notamment par Derek Parfit, qui est un philosophe qui a enseigné pendant longtemps à Oxford et qui est comme une sorte de dieu là, à Oxford. Et lui, sa thèse, c'est que vraiment, on est une personne quand on est capable de se penser de manière continue dans le temps, donc quand il y a une forme d'unité psychologique temporelle. Et quand il y a une forme de conscience de soi qui commence à émerger, donc en général, en philosophie, on considère que les très jeunes enfants ne sont peut-être pas des personnes, mais le deviennent assez rapidement dans leur vie. Les enfants sont des personnes en droit, mais en philosophie, la définition est légèrement différente. Donc, on considère qu'on devient une personne, disons, à la fin de la première année de vie, ou en tout cas quand on commence à avoir une conscience de soi plus développée, une certaine forme d'unité psychologique. Même ça peut émerger un peu plus tôt, mais bon, c'est vraiment une question de degré. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre l'agentivité et la notion de personne? Moi, je ne le vois pas nécessairement en ce moment dans la littérature anglo-saxonne, mais potentiellement c'est un lien qui peut être creusé un peu plus. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Alors, Maïna, le philosophe dont parlait Virginie, est Derek Parfit. On va l'écrire dans le chat. Voilà. Merci, Joséphine. Oui, Claire? Très court, peut-être juste qu'est-ce qui permet de dire pour les individus dont on sait qu'ils ont un retour réflexif sur leur propre pensée. Tu parlais des dauphins et de certains singes, il me semble. Sur quoi ça se base? Oui, donc la question, c'était justement de savoir comment empiriquement on peut savoir que les animaux pensent à leur propre pensée. Il y a plusieurs tests qui sont proposés, notamment il y a un test qui a été fait chez les dauphins en captivité qui implique en fait de demander aux dauphins comment ils se sentent par rapport à un certain savoir. On leur propose des bruits et puis on leur demande d'évaluer si ce bruit est familier ou non et quel est un peu leur savoir par rapport à ce bruit. Donc, ce qui laisse entendre que les dauphins sont capables, en fait, d'évaluer leur propre état de connaissance. Donc, ça, c'est un test. Exact. Donc, c'est vraiment un test qui a été proposé pour les dauphins. Pour les chimpanzés, il y en a plusieurs. Bon, il y a la question du langage, de la langue des signes qui a été enseignée aux singes, donc potentiellement qui sont capables de peut-être exprimer certaines pensées via le langage. Bon, la question de la langue des signes est quand même controversée, mais bon, permet peut-être de voir que les singes sont capables de penser à leurs propres pensées, de les exprimer. Donc, il y a différents tests qui ont été proposés où on demande aux animaux un peu d'évaluer leurs propres pensées ou d'exprimer leurs propres pensées. Et on sait également que d'autres animaux ont des capacités métacognitives. Notamment, il y a certaines études sur les chiens qui suggèrent peut-être une forme de métacognition plus limitée. Mais donc, c'est en développement en ce moment, la recherche empirique sur le sujet. Bien, alors si vous avez d'autres questions, je vous invite à les garder en tête pour plus tard ou à les écrire dès maintenant et on les posera au moment de la table ronde tout à l'heure. Et merci beaucoup Virginie Simoneau-Gilbert pour ton intervention.